Bonjour tout le monde. Salut Nadjat. Bonjour. Ça va? Bah, très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Alors tu vois, moi j'ai la mort dans mon chat. Oula. Ouais, c'est la mort qui vient parler. Bah, c'est Twitch. Hein. Pour information, c'est le premier live Twitch de Nadjat de toute sa vie. On avait fait un petit épisode d'Histoire de succès ensemble il y a quelques semaines et elle avait vu mon bureau. Elle avait dit qu'est-ce que c'est, etc. Bon, bref. Et on finit avec Twitch et c'est vrai que je découvre vraiment. Un jour j'ai fait un live sur le deuil et depuis j'ai la mort dans mon chat qui vient régulièrement faire des vannes. Alors Fabi The New Samuel, c'est l'occasion d'en parler désormais, c'est que Samuel Etienne avait d'abord fait venir, j'imagine que t'en as entendu parler, mais François Hollande, tu sais, oui, bien sûr. Sur Twitch, et ça avait fait beaucoup de remous, etc. Et puis il avait tenté de faire venir Jean Castex et il avait été un poil déçu parce que c'est pas un exercice extrêmement simple, là où Twitch, en fait, tu vois, demande de l'authenticité et de la sincérité et pas le discours de la langue de bois. Et le pauvre Samuel, il s'est pété les dents sur Jean Castex. C'est difficilement possible. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Comment tu vis ce moment-là? Parce que là, les gens, ils sont là, ils discutent avec toi directement, quoi, tu vois. Non, mais je pense en effet que quand t'es en exercice de responsabilité, c'est plus compliqué parce que t'es quand même tenu par des tas de choses, quoi. Tu vas pas mettre la France à feu et à sang parce que tu dis, je sais pas quoi. Bon, je sais pas ce que tu pourrais dire concrètement, mais je pense que tu tournes ta langue 12 fois dans ta bouche avant de répondre. C'est ça le problème. Et y compris parfois, c'est de la politesse aussi de tourner sa langue 12 fois dans sa bouche. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est vrai que j'imagine que pour un exercice comme celui-là, il vaut mieux être court dans ses réponses, donc je m'arrête. On va commencer comme ça. Je vois que tu as compris comment ça marche. Ouais. Donc déjà, merci de m'avoir proposé de venir faire ça. Moi, je suis très heureux de pouvoir te faire découvrir cet univers en sachant que moi, j'ai vraiment... Alors, je suis streamer, je suis sur Twitch depuis assez peu de temps finalement, tu vois. Donc, je débute, j'ai commencé moi en mois de novembre. Mais c'est comme je te disais juste avant qu'on démarre, moi, c'est vraiment une plateforme que j'adore où il y a un côté très radio libre en fait et où tu peux décider de mettre exactement ce que tu veux. Effectivement, j'ai mis un fond vert, vous avez vu, c'est Lyon. En fond, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Lyon, vous montez tout en haut jusqu'à la basilique de Fourvière et vous aurez à peu près cette vue, quoi. Ouais. La belle ville de Lyon. Et effectivement, comme tu vas nous en parler juste après, mais comme tu es candidate... il y en a qui connaissent visiblement. Mais je vois oui, plusieurs commentaires. bien c'est vrai sûr. Que c'est une ville absolument surromptueuse. Mais venez. C'est trop canon. Moi, je vais déjà commencer par te poser une question sur ton retour en politique. Tu as décidé, là, il y a maintenant quelques mois, il y a 2 mois, c'est ça? Un peu plus, de te représenter aux élections régionales, donc pour la belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, à revenir alors que tu avais fait une pause de 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'abord, pourquoi j'avais fait une pause? Parce que je trouve que c'est important quand tu fais de la politique de pas en faire tout le temps comme un hamster dans sa roue, parce que franchement, au bout d'un moment, c'est pas vrai que tu as des super nouvelles idées ou que tu es en phase avec tout. Et deuxièmement, j'étais très épuisée par la période ministérielle. J'avais besoin de prendre un peu de champ, de m'occuper un peu plus de ma famille et tout ça. Et puis, pourquoi est-ce que je reviens? Rappelons que tu avais quand même été ministre de l'Éducation nationale. Ce qui c'est ça, qui n'est pas de tout repos. Le truc le plus simple, quoi, j'ai l'impression. C'est certain, mais en même temps, c'est absolument passionnant. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai décidé de revenir? Parce que je regarde un petit peu le paysage politique et franchement, je suis assez inquiète de ce qui se passe quand même. Et à un moment donné, je me dis, mais tu peux pas rester simple spectatrice quand même si tu avais tes bonnes raisons de prendre du recul. La vérité, c'est que tout est en train de partir à volo. Et c'est le cas à l'échelle nationale et c'est le cas dans ma région, qui est la région dans laquelle j'ai toujours fait de la politique, où j'ai été élue et où je vois que le président du conseil régional sortant, il mène ce territoire et ses habitants dans le mur et que je me dis, il va falloir venir proposer autre chose. Donc c'est pour ça que je me remets en politique. Et je pense qu'en fait, on a quand même besoin d'un discours de gauche qui soit tenu par des gens qui aspirent à gouverner et qui redisent qu'une gauche de gouvernement, ça existe. Parce que là, en fait, la gauche est en train de s'effacer progressivement et c'est horrible, quoi. Oui. Comment tu le vis, toi, d'ailleurs, à titre perso? Et toi, tu es militante depuis le plus jeune âge. Comment tu vis, toi, justement, cet effacement aujourd'hui de la gauche? Ce qui est terrible, c'est que dans les faits, je veux dire, quoi qu'on pense de la gauche, la droite, etc., on peut avoir des avis, je vois un peu sur le live politique différents, mais dans les faits, la gauche, ça a toujours été pour moi la force politique qui défend les plus vulnérables, ceux qui ont besoin vraiment d'être soutenus, accompagnés par la puissance publique. Or, du coup, si la gauche s'affaiblit, en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui défend les plus vulnérables. C'est sûrement pas les populistes, c'est sûrement pas le Rassemblement national, qui défendent les plus vulnérables. Donc, du coup, on est dans un grand vide où ceux qui ont le plus besoin de nous sont ceux
qui sont le moins portés, défendus. Donc en fait, finalement, c'est pas le fait qu'un parti politique disparaisse ou s'affaiblisse qui est un problème en soi. On pourrait s'en foutre quoi, de ça. Le vrai sujet, c'est les gens derrière, leur situation. Et concrètement, si vous avez moins de services publics, si vous avez plus d'écoles de qualité, plus de transports de qualité ou même existants, si vous avez plus accès à des logements, si vous avez plus accès à des emplois, vous avez une vie de merde, grosso modo. Et dans ce genre de situation, il ne faut pas s'étonner que d'une part, il y a une espèce de désespérance totale qui s'installe, qui vous pousse à vous méfier de tout ce qui est la politique, des institutions, et finalement à se dire ce qu'on n'a pas encore essayé, c'est le Front National, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que la gauche a une responsabilité immense qui est de revenir parler de ses solutions, porter ses projets, et puis rappeler que elle est en capacité de gouverner, contrairement au procès d'intention qu'on lui fait en permanence. Quand elle a gouverné, grosso modo, les situations des individus, et notamment de ceux qui ont le plus besoin, comme je le disais, se sont plutôt améliorées. Ok. Il y a Acme, tu vois, qui dit c'est quoi aujourd'hui un discours de gauche sans trop de langue de bois. Je trouve que c'est intéressant comme. Un discours de gauche sans trop de langue de bois, c'est pour être franche avec vous, parce que j'ai quand même exercé quelques responsabilités politiques et souvent j'ai été confrontée à cette accusation de langue de bois, etc. En plus, j'ai été porte-parole de gouvernement, vous vous souvenez peut-être. Oui. C'est qu'il faut pas confondre, il faut pas appeler langue de bois tout et n'importe quoi. La langue de bois, c'est quand quelqu'un refuse de prendre position entre une position A et une position B, et que donc du coup il vous fait un espèce de discours centriste, machin, tellement long qu'à la fin vous avez oublié quelle était votre question. Ça, c'est de la langue de bois, ok ? Ce qui n'est pas de la langue de bois, en revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de refuser d'être comme tous les commentateurs politiques qu'on voit à la télé en ce moment, dans la violence verbale, dans le n'importe quoi, dans la caricature, dans le refus de nuances, dans le refus de la raison, etc. Ça, c'est pas, il faut pas appeler ça de la langue de bois, c'est au contraire une forme d'élégance, de politesse, dont on a besoin en politique aussi, parce que je veux dire, on peut pas, c'est pas un combat de boxe, la politique, vous voyez, on se jette pas tous dessus pour s'arracher les yeux, ça doit pas être ça, parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert en fait ? Parce que normalement la politique, elle est là justement pour éviter qu'on se fasse la guerre, elle est là pour apporter d'autres réponses. Donc moi je pense que prendre le temps de répondre de façon nuancée, raisonnée, en pesant le pour et le contre, en rappelant les données du problème, c'est plutôt s'adresser à l'intelligence des gens en fait. Et c'est le contraire, c'est ce que vous allez voir à la télé, je sais pas, Nadine Morano, ou je sais pas qui, enfin il y en a tellement en ce moment. Tu crois que c'est possible justement en ce moment d'avoir un discours nuancé ? J'ai l'impression que c'est tellement à contre-courant de ce que les gens attendent d'une manière générale, de ce que les médias attendent. Tu vois, j'ai un peu la sensation qu'il faut aller créer du clash, qu'il faut aller créer, que si toi t'arrives avec une position nuancée tout simplement, c'est vachement plus dur de se faire entendre, quoi. Je pense que en tout cas c'est ce qu'il faut avoir comme objectif. Après, de temps en temps, évidemment, manifester de la passion, vibrer sur des choses, taper du poing sur la table quand ça va pas sur des sujets, il faut le faire parce que c'est sûr que c'est ça qui passe aussi au-dessus des radars. Mais je pense qu'il faut aussi habituer les gens. Alors on peut pas être tout seul à le faire, il faut qu'on soit quelques-uns, mais il faut habituer les gens à une forme d'intelligence aussi, quoi. Tu vois, par exemple, autrefois, je sais pas, c'est pas que je lui voue une passion sans fin, mais c'est juste parce que c'est un exemple qu'on a tous en tête. Quand François Mitterrand s'adressait aux ouvriers, il conservait exactement le même langage, très recherché, très érudit, très littéraire, etc. Et les ouvriers adoraient ça, et parce ils voyaient bien qu'on s'adressait à leur intelligence, qu'on cherchait pas à parler populo pour parler populo, etc. Et j'ai l'impression qu'on a perdu de vue tout ça, c'est-à-dire que les hommes et les femmes politiques, normalement, ça devrait encore être des gens qui nous tirent vers le haut, au lieu de quoi, aujourd'hui, il suffit d'allumer sa télé le matin, de regarder les chaînes d'infos continues pour comprendre qu'autour de ces plateaux-là, café du comptoir, là, où on invite, soi-disant, des politiques censés vous éclairer et qui, grosso modo, n'y connaissent rien sur aucun sujet, n'ont fait aucun effort pour se renseigner, d'ailleurs, sur rien, et ne sont que dans la caricature, dans les à peu près, dans les approximations. Grosso modo, si je crois ce qu'on m'en dit, enfin, je veux dire, en quoi ça élève l'intelligence du téléspectateur, quoi ? C'est ça qui est problématique. Donc, je sais qu'on baigne dans cet univers-là, mais c'est à nous de nous forcer à proposer autre chose. Et je suis sûre que c'est ce que les gens veulent. Apparemment, c'est ce que les gens ont l'air de dire. Il y a Grizzly qui pose une question intéressante. Elle dit, pour gouverner, il faut faire des compromis pour arriver à une majorité, pour soutenir ses collègues ministres, etc. Jusqu'où on peut aller sans se renier ? C'est une vraie question philosophique
compliqué aussi, j'imagine, quand tu finis par être au pouvoir, quoi. Bien oui, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est toute la problématique de la gauche, c'est qu'à chaque fois qu'elle se retrouve au pouvoir, elle a des procès en trahison qui lui viennent d'autre part de la gauche plus radicale, qui elle n'a pas cherché d'ailleurs à exercer le pouvoir. Et ça, on est très bon à gauche pour se tirer dans les pattes entre nous. Oui, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça a toujours été le cas. Je veux dire, y compris le Front populaire, par exemple, a fait l'objet, alors qu'aujourd'hui on se dit, oh mon Dieu, le bilan du Front populaire, les congés payés, tant de choses, mais y compris eux ont fait l'objet de ces procès-là. Donc en fait, il faut s'y faire, c'est ainsi, et il faut mettre ça sur le compte d'une recherche de la gauche dans toutes ses composantes de toujours plus de vertu. C'est quelque chose qu'on peut prendre positivement, c'est-à-dire que en fait, à droite, on a moins ce type de procès d'intention, puisque finalement, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Bon, donc il y a cette réalité-là. Et ensuite, pour avoir exercé des responsabilités, y compris ministérielles, je peux vous dire, mais oui, bien sûr que vous êtes entouré d'un nombre de contraintes ahurissantes quand vous êtes au pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous ne cherchez pas à tout prix à tenir les engagements que vous avez pris. Mais ça veut dire, en effet, qu'au lieu de faire 100%, vous devrez parfois vous résoudre à faire 80% ou à faire les choses en 10 ans plutôt que de les faire en 1 an. Enfin, c'est le sujet, mais à un moment donné, quand on est en responsabilité et qu'on a un pays entier et pas simplement les gens qui vous ont élu, c'est ça, sous sa responsabilité, on doit aussi viser une forme de concorde, une forme de paix civile dans le pays qui commande de prendre en compte les contraintes que je viens d'évoquer. Voilà. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose de négatif ? Est-ce que c'est ce que certains appellent de la compromission ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Ce qu'on pourrait appeler une compromission, c'est par exemple le fait d'avoir pendant une campagne indiqué à telle partie de la population, mettons les plus vulnérables, je veux être élu pour m'occuper de vous, pour apporter des réponses à vos problèmes, puis une fois élu, s'en désintéresser totalement et ne faire que de la réponse au lobbying de gens beaucoup mieux lotis. Vous voyez, ça existe, ça je l'ai vu parfois en action, et ça c'est un problème, et ça on peut l'appeler compromission. Mais pour ce qui me concerne, par exemple, dans mon activité ministérielle, jamais je n'ai été dans ce type de compromission. Même quand tu étais à l'éducation nationale ? J'ai commencé par l'éducation nationale, parce que si vous voulez, la raison précise pour laquelle je m'en suis quand même pris plein la tête à l'éducation nationale, c'est que je défendais justement les plus vulnérables. Enfin, soyons honnêtes et soyons clairs. Je veux dire, toutes mes réformes visaient à mettre plus d'égalité dans l'éducation nationale, évidemment. Mais ce faisant, je portais, d'après eux, atteinte à ceux qui avaient des intérêts bien établis et que l'inégalité des chances dans l'éducation nationale, ça leur allait très très bien, parce que ça voulait dire plus de chances et un système à géométrie variable dans l'intérêt de leurs propres enfants qui, eux, étaient bien installés. Donc, non, moi, j'ai plutôt galéré, on va dire, comme responsable politique, d'avoir voulu quasiment jamais faire de compromission ou de compromis. Il y a encore Agmé qui pose une très bonne question, et pour moi c'est l'un des enjeux aujourd'hui de la gauche, c'est que comment tu fais pour réussir à nouveau en tant que gauche t'adresser aux franges les plus populaires de la population, parce que c'est vrai qu'on voit bien ces dernières élections que la gauche a perdu un petit peu, et d'ailleurs même aussi l'extrême gauche, même FI, etc. Ils ont perdu aussi le vote populaire, le vote des gens les plus modestes, qui va plutôt vers l'extrême droite aujourd'hui. Alors je cherche un truc, parce que j'aurais bien voulu vous le faire partager, parce que j'ai reçu un courrier qui m'a énormément touchée, que j'étais en train de lire juste avant d'arriver là, figurez-vous, et du coup comme il m'a énormément touchée, je l'ai même pris en photo, je l'ai même tweeté tout à l'heure, vous pourrez le retrouver sur mon tweet si vous voulez. Je peux le trouver si tu l'as tweeté. Sérieux ? Tu vois, pour le monde. Mais oui, bien sûr. Non mais je veux dire, tu peux le projeter direct comme ça, bien sûr. Mais c'est trop bien. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Okay. Bim, voilà. Et en fait, il m'a beaucoup touché ce courrier. Alors pas pour les gentillesses qu'il dit au début, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est surtout quand il dit que veut dire être socialiste aujourd'hui. Et je vais vous le lire si vous le voulez bien, parce que la personne qui écrit ça dit « J'entends souvent que le vote socialiste est réservé aux ouvriers, aux populations modestes, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, car les populations modestes se sont en grande partie détournées des partis classiques. Elles sont dans le vote contestataire qui exprime leur frustration. Le vote socialiste est pour moi un vote altruiste, car lorsqu'on ne fait pas partie de la population qui galère, on doit se préoccuper de ceux qui justement ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et je pense que le Parti socialiste est là pour ça,
pas une confrontation riche-pauvre, sécurité-liberté, vieux-jeunes, patrons-ouvriers, mais une volonté de faire en sorte que les mieux lotis aident grâce à leur bulletin de vote les moins bien lotis. Ça n'enlève rien aux mieux lotis. Au contraire, ça contribue à sécuriser le pays par un climat social plus serein. C'est donc bénéfique pour chacun. Et j'ai trouvé que cette dame-là qui écrivait ça, elle a absolument tout compris. Vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu vois, la question que tu me posais, c'est comment on fait pour s'adresser aux classes populaires, etc. Mais il faut s'adresser à tout le pays. Il faut s'adresser à tout le pays parce que c'est pas vrai qu'il n'y a que les classes populaires que ça intéresse de savoir qu'il va y avoir des réponses à la galère. Ça intéresse et ça concerne évidemment aussi les gens qui sont aujourd'hui inclus, qui se portent bien, qui même ont un bon travail, mais qui comprennent bien, je l'espère, en tout cas c'est à nous de leur expliquer, que leur intérêt est de faire grandir leurs enfants dans une société pacifiée et pas dans une société d'inégalité crasse. Parce qu'une société d'inégalité crasse, c'est une société où les perdants vont finir par se retourner contre les gagnants et de fait, c'est une société de tension, de violence, c'est une société qui perd des opportunités de création, c'est une société malheureuse. Donc en fait, moi je pense que la gauche, elle doit s'adresser à tout le pays pour lui parler d'avenir, pour lui dire à quoi pourrait ressembler une société du bien-être, tu vois. Et le bien-être, honnêtement, ça passe à la fois par la question sociale, moins d'inégalités, beaucoup moins, et la question écologique, en l'occurrence, vivre dans un environnement soutenable, se nourrir correctement, ne pas surpayer ses factures de chauffage, etc., etc. Est-ce qu'on sait si les plus modestes se sont détournés des partis classiques ? Je crois que quand tu vois par exemple la situation quand tu vois à quel point Marine Le Pen est passée à Hénin-Beaumont et dans la région minière qui m'est chère, parce que moi je viens du Nord, n'est-ce pas ? Tu te dis que c'est quand même un symbole très fort, quoi. En fait, pour répondre plus exactement à votre question, est-ce que les plus modestes sont forcément partis pour le Rassemblement national ? C'est pas non plus, enfin je veux dire, il faut pas non plus généraliser. C'est pas aussi caricatural que ça. Oui. Ils sont pas évidemment tous partis vers le Rassemblement national. Ce qui est certain, c'est que c'est dans leur sein qu'on trouve le plus d'abstentionnistes. Et moi, c'est cette abstention qui me fait mal au cœur. Vous voyez, récemment, là, il y a une jeune fille qui m'interrogeait dans le cadre de ma campagne et qui me disait « Mais qu'est-ce que je peux dire à mes amis qui hésitent à aller voter, etc. » Je lui répondais « Mais en fait, dites-lui que comme pour chaque élection, en fait, si elle ne va pas voter, si vos amis ne vont pas voter, leur voix ne sera pas défendue parce que les choix qui seront faits par ceux qui seront élus auront été dictés par ceux qui sont allés voter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a pas de secret, quoi. Je veux dire, n'imaginez pas une seconde que des choses auxquelles vous êtes attachés, si vous n'allez pas mettre un bulletin de vote pour dire, du coup, c'est telle personne qui les portera, je le sais, n'imaginez pas que ces choses-là seront défendues par les autres. Et comme la tentation naturelle de beaucoup d'élus, une fois en responsabilité, c'est plutôt d'entendre la voix des bien portants que la voix de ceux qui ont besoin de nous, parce que les bien portants, non pas que les responsables politiques préfèrent les bien portants, mais les bien portants ont des moyens d'expression, de mobilisation. Ils signent des tribunes dans la presse, ils font du lobbying. Quand je dis les bien portants, je parle pas de santé, je parle des plus riches. Je crois qu'on l'a compris. Voilà, je parle des multinationales, ceux-là, ils ont tous les moyens d'expression à leur portée, donc forcément, leurs intérêts sont déjà spontanément plus défendus par le politique. Donc vous, si vous avez envie que vos intérêts, vos priorités à vous soient défendues, il faudrait vous surmobiliser, au contraire. Il faudrait être plus nombreux que les autres à aller voter. Or là, on assiste à l'exact inverse. Donc, par définition, ça peut être que une aventure catastrophique à la fin, parce que finalement, moins les gens qui ont besoin de la puissance publique votent, plus la puissance publique finalement se détourne d'eux et ne répond pas à leurs aspirations et à leurs besoins, plus eux, de leur côté, se disent « mais en fait, tout ça ne sert à rien ». Et donc, plus on fait monter des forces populistes, à la fois par réaction, par écœurement, et à la fois par abstention. Une fois que les forces populistes sont à la tête de l'État ou des collectivités locales, allez voir comment ça se passe à peu près dans toutes les collectivités qui ont été dirigées par le Front National, par exemple. Honnêtement, c'est une société entière qui se disloque sous vos yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles républicaines, il n'y a plus de respect d'aucun cadre, d'aucun droit. Pour toutes ces raisons-là, on se dit qu'au moment où les élections se présentent, il faut vraiment lutter contre l'abstention et insister pour que les gens aillent voter.
comme dit Mimi, c'est compliqué de convaincre de l'utilité du vote, même pour des régionales où je trouve qu'il est plus facile de trouver son compte qu'à la présidentielle, souvent bipartisane. C'est peut-être l'occasion de parler justement de l'utilité, en fait, tu vois, des élections régionales et du scrutin. À quoi sert qu'est-ce qu'on élit? Parce que je t'avoue que... par exemple, je crois que je ne le sais pas. Mais oui, mais bien que fait sûr. la région? Mais tu sais, c'est pas surprenant et t'as pas à rougir de ne pas le savoir. Je ne rougis pas, c'est pour ça que je le dis. Je le dis au nom de tout le monde, n'est-ce pas? Non, en fait, le problème dans notre pays, c'est que on a, depuis des décennies et des décennies, eu un processus de décentralisation du pouvoir, en gros, avec des compétences qui ont été confiées à différents types de collectivités locales. Mais donc, du coup, une espèce de complexification, parce que, je sais pas, par exemple, si tu prends sur la question de l'éducation dont on parlait tout à l'heure, bon, bah, c'est les communes, les municipalités qui vont être en charge des écoles, mais c'est les départements qui vont être en charge des collèges et c'est les régions qui vont être en charge des lycées. Donc, à un moment donné, tu vois, tu te dis, oh là là, mais c'est quand même très compliqué tout ça. Bon. Donc, du coup, si on devait résumer, parce que les gens finissent par se dire, ok, bon, en fait, ça sert à rien. Non, pas du tout. Les élections régionales, c'est hyper important parce que la collectivité région, elle a des compétences qui sont beaucoup autour de la jeunesse. Puisque, comme je viens de te le dire, elle s'occupe des lycées, elle intervient aussi sur les campus étudiants, elle peut construire du logement étudiant, par exemple, elle s'occupe de la formation professionnelle, donc quand vous voulez vous reconvertir, changer de métier, que vous cherchez une formation pour vous qualifier, c'est elle qui en crée ou qui en crée pas. Elle a aussi une compétence importante sur tout ce qui est transport collectif. Ok. Donc, qu'il y ait des trains, des TER, des bus, etc. Dans votre territoire ou qu'il n'y en ait pas, en fait, c'est la faute ou c'est grâce à la région. Elle a une compétence énorme sur tout ce qui est développement économique, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est elle qui va dire « Ah, mais je veux qu'on investisse, je sais pas moi, dans les nouvelles technologies ou au contraire, qu'on soutienne à fond notre agriculture et nos agriculteurs ou nos acteurs de la montagne. » ou voilà, toutes ces compétences économiques, en fait, c'est la région qui les a. Voilà, donc, et puis de manière générale, elle est chargée, alors ça, pour le coup, ça va pas beaucoup vous parler, mais de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire de faire en sorte que sur son territoire, il n'y ait pas d'inégalité entre des villes riches, des villes pauvres, des zones rurales, des zones plus urbaines, et donc du coup d'une certaine redistribution en fait pour que tout ça soit un peu plus juste. Et concrètement, ça donne quoi alors? C'est-à-dire qu'elle fait pour redistribuer la richesse, elle fait quoi la région? Elle investit plutôt de l'argent dans les zones les plus pauvres, c'est ça? Eh ben, concrètement, ça veut dire qu'elle va venir en soutien aux communes, aux mairies. En fait, une petite mairie, par exemple, qui n'a absolument pas les moyens d'avoir l'équipement dont elle a besoin, la région va venir l'aider. Elle va faire en sorte qu'on puisse se déplacer d'un point A à un point B de la région, malgré son immense taille, etc. Elle va faire en sorte de faire travailler ensemble les entreprises, les universités pour développer telle spécificité de la région et faire rayonner et surtout créer de l'emploi au sein du territoire. Elle va, je le disais, en formation professionnelle, par exemple, si elle constate qu'elle n'a pas assez de médecins ou d'infirmiers, de soignants, notamment dans les zones les plus rurales, bah, c'est elle qui va former des soignants pour les mettre là, ou pas le faire d'ailleurs. Bon, donc c'est sur tous ces sujets, en fait, elle a un peu le dernier regard, si tu veux. C'est elle qui a la vision la plus complète de ce qui se passe sur son territoire et qui doit faire en sorte que sa population vive bien, se loge bien et un emploi puisse se transporter, puisse se former, etc. Ton objectif, c'est d'aller bosser pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même une des grosses régions de France, non, si je ne me trompe pas. Alors, c'est la deuxième région de France. Ouais. C'est une région immense parce qu'on est à 8 millions d'habitants. Donc, tu vois, on est en fait... on est plus grand que la moitié des pays européens, pour te dire. C'est quand même un endroit absolument fabuleux parce que c'est une région où tu as à la fois des grandes agglomérations, des métropoles, mais aussi de la montagne. Tu as beaucoup de ruralité, tu as 2 fleuves. Enfin, c'est très, très beau. Ça va de Auvergne à Rhône-Alpes, hein, parce qu'auparavant, c'était 2 régions séparées, mais depuis 2015, ça a été regroupé pour en faire une seule et grande région. Et c'est quoi, par exemple, le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes? C'est genre plus de 4 milliards d'euros annuels. C'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup d'argent. Hein.
c'est énorme. C'est pour ça que je te dis que c'est quand même une collectivité qui a des moyens immenses et qui peut vraiment changer ta vie, en fait. Sincèrement, elle peut changer ta vie. Par exemple, moi, dans le programme que je défends aujourd'hui, j'ai une vraie priorité sur la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier. Parce qu'en fait, moi, je vois bien le truc arriver où, avec la crise économique, la crise sanitaire, etc., tu as quand même pas mal de plans sociaux. Tu as pas mal d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et les jeunes sont particulièrement lésés là-dedans parce que, par exemple, ceux qui ont été diplômés 2020, ils sont encore en train de chercher leur emploi parce qu'ils l'ont toujours pas trouvé. Ils vont être concurrencés par les diplômés 2021. Enfin bref. Donc en fait, le chômage des jeunes va augmenter. Et donc, l'un de mes projets, c'est de faire en sorte que la région puisse se porter garante de l'accès au premier emploi pour les jeunes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tous les jeunes entre 18 et 30 ans qui n'auront pas réussi à trouver par eux-mêmes un emploi. Ceux qui trouvent par eux-mêmes, tant mieux pour eux. Mais ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi, la région se fait, l'acteur central qui va organiser la rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire les offres d'emploi. Il y en a quand même beaucoup dans la région qui ne trouvent pas preneur et ces jeunes demandeurs d'emploi. Faire en sorte, quand ils se sont rencontrés et que ça pourrait matcher, mais que le jeune n'est pas bien formé, de le former, parce qu'on a la compétence formation professionnelle, y compris de façon intensive. Mais surtout, et c'est là qu'est la nouveauté, faire en sorte que si ce qui freine la signature du contrat d'embauche, c'est que par exemple le job est trop loin et que le jeune n'a pas les moyens de se transporter ou de se loger, la région prendra en charge son transport ou son logement. Ou si ce qui freine, c'est que l'entreprise, qui est une PME, n'est pas sûre que ce soit justifié pour elle d'embaucher quelqu'un parce qu'elle n'est pas sûre de son carnet de commandes et tout ça, la région prendra en charge la période d'essai du jeune. Donc en fait, c'est une façon de dire, voilà, on est votre caution, en quelque sorte, comme quand je cherche un logement, ou votre garant. On est là pour lever tous les freins qui empêchent un contrat d'embauche de se conclure. Et typiquement, pour revenir aux moyens de la région, je sais que nous pouvons le faire parce que nous avons les moyens financiers, nous avons les ressources, nous avons tous les acteurs à portée de la main. Et c'est pas un peu se substituer à Pôle emploi pour le coup ? Il faut le faire avec Pôle emploi, okay. Mais en fait, si tu veux, Pôle emploi s'occupe de toute la population et donc du coup, avec les moyens limités de Pôle emploi, s'occupe pas forcément en finesse de toute la population. Nous, par exemple, il y a une dimension coaching de ces jeunes aussi qui accompagne tout ce que je viens de te dire. Puis Pôle emploi n'a pas les solutions que je viens de te dire de prendre en charge financièrement logement, transport, période d'essai. Donc, évidemment qu'on communique avec Pôle emploi, mais c'est bien notre responsabilité à nous, que je voudrais qu'on endosse, en tout cas, pendant au moins 2 ans de relance exceptionnelle de l'emploi des jeunes suite à cette crise économique. Pourquoi tu penses que l'emploi des jeunes est si important ? Pourquoi tu penses que déjà s'occuper des jeunes, c'est novateur, j'ai un peu l'impression. Mais l'emploi des jeunes en fait, moi je vais te dire, je pense que quand on est, en fait, c'est compliqué de se concentrer tout en lisant les trucs. Tu check, Pardon. Laisse-moi faire. Non, mais en fait, moi je pense que quand on est à la recherche d'un emploi, qu'on est jeune et qu'on n'en trouve pas, c'est comme si on était bloqué au seuil de la vie adulte. En fait, on n'arrive pas à passer dans la vie adulte quand on est dans cette situation-là. Parce que finalement, avoir un emploi, c'est ce qui conditionne le fait que tu peux avoir un loyer, un appartement, que tu peux t'installer avec ta chérie ou ton chéri, que tu peux respirer plus sereinement. Enfin, on le sait tout ça. Donc, moi, je veux plus de jeunes qui soient dans cette situation, au seuil de la vie adulte. Je veux qu'ils y passent. Qu'est-ce que tu regardes ? Je te vois d'un coup d'un seul. Non, mais parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées sur Laurent Wauquiez. C'est ton copain. Plein. Tu l'aimes beaucoup. Non, mais je vois surtout que les gens sont assez bien informés. Ça me fait plaisir, dis donc. On y parle des panneaux de publicité, de sa propagande sur les trains permanente, c'est vrai. En fait, c'est terrible parce que le président de la région sortant, donc Laurent Wauquiez, il a été extraordinairement absent sur les politiques publiques dont on avait besoin. Franchement, c'est impressionnant. Tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, je vous parlais des lycées. Il n'a pas construit un seul lycée en 6 ans alors que la démographie monte et qu'on en avait besoin. Je vous parlais des transports. Il a fermé plein de petites lignes de train. Il a fermé plein de gares ou de guichets. Il n'a pas construit les grosses lignes de train pour permettre, de faire un Lyon-Clermont, par exemple, rapidement et pas n'importe comment, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il n'a rien fait sur les transports. Il a en plus enlevé la tarification sociale. Donc, les gens qui payaient moins auparavant
compte tenu de leurs conditions sociales, se sont retrouvés à payer 2,5 fois plus cher. Enfin bref. Donc, lycée, transport, il s'est quasiment retiré de tout ce qui est logement. Donc, du coup, on n'a pas les logements étudiants dont on aurait besoin, on n'a pas les logements sociaux dont on aurait besoin et tout. Mais il a énormément communiqué. Et c'est vrai qu'on a ces panneaux bleus qui obstruent le paysage un peu partout dans notre région. À chaque fois qu'une structure quelconque reçoit, 5 000 ou 6 000 euros de subvention, il faut qu'elle mette un panneau bleu qui doit coûter quasiment 50% du montant. Et ça, c'est assez insupportable. Et surtout que maintenant, on le voit venir faire campagne pour les régionales en utilisant les couleurs de ces panneaux bleus. Donc c'est un mélange des genres, évidemment. Ah oui. C'est un peu compliqué, voilà. Je travaille dans l'accompagnement de l'orientation des jeunes à Lyon et je suis toujours tellement désolé de voir le non-budget des lycées pour payer les intervenants. Je suis sûr que ça pourra changer. Alors, merci de dire ça parce que tu vois, enfin, je me mets à tutoyer, mais. Tu peux, hein, c'est une petite lubie, tu vois, qui est une habituée du chat. C'est des gens. Vous voyez, il y a une chose qui m'a frappée dans dans la façon dont les choses ont été faites ces dernières années dans la région. C'est que la question de l'orientation, justement, depuis quelques années, la loi l'a confiée à la région, aux régions. Tu me demandais quelles sont les compétences et tout ça. Alors parfois, la loi fait évoluer les compétences. Donc je crois que c'était en 2015, elle décide que c'est les régions qui vont avoir en charge l'orientation et la lutte contre le décrochage scolaire. Et dans notre région, quand même, c'était il y a 6 ans, 2015, c'est comme si il ne s'était absolument rien passé sur le sujet. Alors que c'est quand même absolument passionnant que de s'occuper d'orientation, c'est-à-dire grosso modo de guider les jeunes, de faire en sorte d'assurer plus de mixité, par exemple des sexes dans un certain nombre de métiers en communiquant beaucoup, par exemple auprès des filles sur les métiers masculins, etc. et vice-versa. De faire en sorte de lutter contre l'autocensure des jeunes en justement les coachant, les guidant, les poussant à aller vers des études vers lesquelles ils ne seraient pas allés, de leur permettre d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième chance quand ils trébuchent. C'est tout ça l'orientation, en fait, c'est un super... c'est vraiment une opportunité de transformer la vie d'un jeune. Dans notre région, il n'en a rien été fait, donc moi, ça a fait partie de mes projets de faire en sorte d'avoir des maisons de l'orientation qui fonctionnent avec beaucoup plus de moyens mis à disposition des équipes enseignantes aussi pour faire ce travail. Et un autre truc aussi, c'est que on en parlait juste après notre interview, parce que j'avais interviewé Salomé Berliou, tu sais, qui travaille... Ah oui, mais tu sais qu'elle est dans ma région. Bah oui, je sais. Mais oui, absolument. Donc elle est... ça rejoint un peu ce que je dis. Sur l'aménagement du territoire, etc. Elle est formidable, cette fille. Et en fait, elle c'est vraiment l'ambassadrice des jeunes de milieu rural. Parce que quand on dit jeunes en galère, on pense toujours jeunes quartiers populaires. C'est bien sûr que beaucoup le sont, malheureusement. Mais il y a aussi les jeunes en milieu rural. Et moi, je suis frappée de voir à quel point les territoires enclavés, c'est le mot moche qu'on utilise pour dire ces choses-là, c'est-à-dire grosso modo sans transport pour te transporter, sans enseignement supérieur à portée de main, etc. En fait, ils bouchent les horizons de ces jeunes, quoi. Le nombre de jeunes qui arrêtent au lycée parce qu'il n'est pas question d'aller faire une université, c'est trop cher. Alors par exemple, tiens, on me demande quelles mesures pour les jeunes quand on sera président de la région. Par exemple, sur ce que je viens de dire là à l'instant, c'est-à-dire ces jeunes des milieux ruraux pour qui c'est très difficile d'aller... C'est tellement terrible. Absolument, pour qui c'est très difficile de poursuivre leurs études dans le supérieur parce qu'il n'y a pas grand-chose autour d'eux. Par exemple, j'étais en Ardèche il y a 2 jours et c'était le cas d'un certain nombre d'entre eux qui m'en parlaient. Moi, ce que je voudrais, c'est que, regarde, si leurs études doivent se faire à Lyon, je voudrais qu'on construise des résidences étudiantes à Lyon et que la région prenne en charge le fait qu'ils viennent étudier à Lyon, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a quand même... C'est ça aussi l'aménagement du territoire. C'est pas simplement construire des routes, et d'ailleurs, c'est pas de la compétence de la région. Je dis ça parce que Wauquiez construit et soutient financièrement beaucoup de routes alors que c'est pas de sa compétence. Mais l'aménagement du territoire, parce que c'est plus facile de se faire des clientèles dans ce domaine-là. Mais l'aménagement du territoire... Enfin, je veux dire, ça fout pas le bordel ? Si, je veux dire, ça fout le bordel. C'est-à-dire que de temps en temps, en effet, tu as des élus comme ça, c'est son cas à lui, qui décide que la loi, il en a rien à foutre. La loi a donné des compétences à la région.
il les exerce pas, il en exerce d'autres à côté. C'est très surprenant. En effet, tu te dis, mais quand même, il devrait y avoir un juge en charge de contrôler tout ça. Mais bon, un audit. Ce que je disais sur les résidences étudiantes. Attention, sur tout l'aspect étudiant, là, il y a beaucoup d'étudiantes, tu vois. Moi, je voudrais vraiment qu'on construise dans les métropoles, là où l'enseignement supérieur généralement est, des résidences étudiantes, un peu sur le mode de... Tu vois ce que c'est la Cité internationale à Paris ? Eh ben, la Cité internationale, en gros, c'est un ensemble. Moi, j'y ai vécu à un moment donné quand j'étais étudiante. C'est un ensemble de maisons qui servent à accueillir des étudiants, en l'occurrence venant de différents pays. C'est absolument génial. Moi, je voudrais qu'on ait un ensemble de maisons qui servent à accueillir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils resteront chacun dans leur maison. Hein, ils se mélangeront évidemment, mais les étudiants venant de l'Ardèche, les étudiants venant de l'Allier, les étudiants venant du Cantal, enfin toutes ces zones rurales où clairement si t'as pas une résidence qui t'attend, si t'as pas un transport qui t'est pris en charge, tu vas pas étudier, faire des études supérieures. Ça, ce serait vraiment formidable. Et puis la rénovation, comme dit... petite lubie, peut-être des résidences existantes. Ouais, et la rénovation, ça vaut d'ailleurs pour les résidences comme pour les lycées. J'ai été en internat pendant le lycée, plus 2 années d'études supérieures, chouette expérience, et pas besoin de louer un appart. Ouais, absolument. D'ailleurs, les internats aussi, hein, c'est la compétence région. Si une région est ambitieuse sur le sujet, en effet, elle en construit, elle en rénove. Voilà. Donc, vous voyez, hein, par les quelques exemples qu'on vient de prendre, quand je disais tout à l'heure que la région a une compétence jeunesse énorme, en fait, énorme. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui fait votre vie au quotidien, combien ça va me coûter mon ticket de train ou de TER, même qu'est-ce que je mange d'une certaine façon. Et pas simplement pour les plus précaires, parce que là, on a beaucoup vu de jeunes devant les files d'aide alimentaire. Mais grosso modo, le fait que la région soit très compétente, par exemple, sur l'agriculture, ça lui permet, c'est ce que je vais faire, moi, de faire en sorte que nos agriculteurs puissent nourrir véritablement les habitants de notre région, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On préfère consommer des produits surconsommés, surgelés, comment etc. Comment tu organises ça au quotidien ? En fait, c'est concrètement, ce que tu fais, c'est que tu contractualises toi, région, avec les grands distributeurs, c'est-à-dire les supermarchés, etc., pour faire en sorte qu'ils fassent plus de place. Ouais, les supermarchés de la région, en gros, pour faire en sorte qu'ils fassent plus de place aux produits de la région dans leur rayon, dans leur stock. Et tu as la possibilité en tant que région d'aller voir les Leclerc ou les, je sais pas quoi, les Auchan du coin, tu contractualises avec eux pour qu'ils le fassent. La région Occitanie, qui est notre voisine, qui est dirigée par Carole Delga, par exemple, l'a fait. Et ça augmente le nombre de produits de ton territoire et de bonne qualité que tu as dans tes rayons. Et comme tu en as plus, tu n'as pas ce phénomène où du coup ça se met à coûter beaucoup plus cher. Alors les gens disent ok, c'est sympa, c'est bio, mais c'est trop cher. Donc ça, d'une part, tu le fais. La deuxième chose que tu peux faire, c'est que comme tu es en charge des cantines des lycées, tu fournis ces cantines des lycées avec la nourriture de ces agriculteurs. Et puis la troisième chose qu'on fera, c'est que toutes nos associations, justement qui servent de l'aide alimentaire, etc., on les fournira avec des paniers qu'on achètera, nous, la région, à nos agriculteurs. Donc, en fait, c'est une façon de faire vivre nos agriculteurs qui ont quand même un petit sujet revenu, parce que tu sais qu'ils sont hyper mal payés. Enfin, c'est très, très dur. Je sens pointer l'ironie quand tu dis un petit sujet revenu. Oui, c'est un énorme sujet. Non, c'est horrible. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir, malheureusement, qu'un certain nombre d'entre eux même se suicident, hein, tellement c'est difficile d'être agriculteur aujourd'hui. Donc, notre idée, c'est à la fois de soutenir financièrement les agriculteurs et en même temps de faire en sorte que les gens mangent mieux, quoi. Donc, du coup, je reviens à ce que je disais, les jeunes, en fait, que ce soit sur la question des transports, que ce soit sur la question de l'alimentation, que ce soit sur la question de la formation et de l'accès à l'emploi et du logement, vous voyez qu'en fait, une région qui voudrait être ambitieuse sur ce sujet, et c'est mon intention, elle peut vraiment changer leur vie. Est-ce qu'il y a Globulon justement qui posait une question sur l'accès à Internet ? Est-ce que c'est une compétence de la région, ça ? Et aujourd'hui, je crois qu'on en a de plus en plus besoin. Et j'imagine en plus dans ta région où tu as des départements qui sont très enclavés, où c'est aussi une façon de créer du travail et de créer de l'emploi avec le télétravail. Est-ce que c'est, pour le coup, c'est la région ? Oui. Alors, on est typiquement sur un sujet sur lequel tu as plusieurs acteurs qui interviennent, mais oui, clairement, la région peut être moteur là-dessus et clairement accélérer le truc. En fait, moi, je vais te dire, ce qui me frappe beaucoup sur cette question d'Internet ou de zone blanche, c'est comme ça qu'on dit quand on a une zone où on n'a ni Internet, ni même la 4G, etc., c'est que quand tu réfléchis bien, mais c'est
une telle injustice pour les habitants qui vivent là. Et c'est une injustice à double titre. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas accès à ce qui fait complètement notre quotidien, notre univers, pas simplement pour travailler, mais aussi pour communiquer, pour vivre en société, etc. Donc le réseau, quoi. Mais en plus, ils se retrouvent généralement quand justement la région est absente, comme elle l'a été ces dernières années, quand l'État est pas génial, comme il l'a été ces dernières années. Les derniers à quand même essayer de résoudre le problème et à essayer d'amener la fibre, etc. C'est qui ? C'est les mairies. Parce que la petite mairie, quand même, à un moment donné, tous ses habitants viennent se plaindre en permanence. Donc, mais les mairies ou les communautés de communes, comme on dit, ou les départements, ils ont beaucoup moins de moyens. Donc, du coup, en fait, s'ils veulent essayer quand même d'amener la fibre, ça va leur coûter sur leur budget à eux. Leur budget à eux, il est fait des impôts de leurs habitants. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment la double peine pour les habitants. C'est-à-dire que, un, ils n'ont pas de service ou un mauvais service, et deux, ils se retrouvent à payer plus d'impôts pour faire un truc que les habitants des villes urbaines, etc., n'ont jamais eu à payer. Je veux dire, les opérateurs, Orange et d'autres, sont venus installer fibré sans qu'on demande aux habitants des zones urbaines de payer quoi que ce soit de leur poche, vous voyez. Après, ils prennent un abonnement, mais vous m'avez compris, je pense. Donc, c'est ça qui est frappant, c'est que il faut absolument la question de l'équité territoriale. Je sais que c'est un terme qui paraît un peu bullshit, barbare ou bullshit, etc. Mais ça veut juste dire égalité, quoi. Il faut vraiment qu'on veille à faire l'égalité entre les citoyens dans ce pays. Et donc, oui, la région peut intervenir sur ce sujet, et je l'ai prévu. Il y a Edgar qui dit comment faire revenir les représentantes de la région dans les conseils d'administration des lycées, des collèges, etc. C'est pas parce que Edgar, il a 16 ans, il est en première. Je suis représentant élève au CA et ça me désole depuis la 5e de n'avoir vu qu'une fois ou deux des représentantes de la région. Je comprends que ces personnes doivent avoir beaucoup de travail, mais je trouve ça bête, un peu comme un dialogue rompu entre région et établissement. Question très précise de la part d'Edgar. C'est tellement vrai. Alors vraiment, Edgar, franchement, c'est une très très bonne question parce que c'est aussi une des choses qui me frappe, c'est que dans les lycées de ma région, pour le coup, les élus représentants n'y sont quasiment plus, n'y vont quasiment plus. Ce qui est très 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 dommage parce que par définition, ça devrait être eux la courroie de transmission entre la région et puis le lycée. Le lycée pourrait leur faire remonter des trucs qui vont pas ou sur lesquels ils aimeraient travailler, obtenir des subs, etc. Et à mon avis, pourquoi est-ce qu'ils ont été si peu présents, les élus, dans ces conseils d'administration ces dernières années ? Mais précisément parce qu'il n'y avait pas d'ambition pour les lycées à la tête de la région. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même incroyable qu'en 6 ans, on n'ait pas sorti de terre un seul nouveau lycée qui aurait été décidé par cet exécutif-là. Et je pense que à un moment donné, s'installe l'idée que c'est pas un vrai sujet, que c'est pas intéressant, quoi. Lorsque vous avez au contraire une politique éducative très ambitieuse, très assumée, je peux vous dire que vos conseillers régionaux, ils sont fiers d'aller la défendre dans les conseils d'administration, de l'alimenter, de l'améliorer, etc. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il faut changer d'élu. C'est quand les élections ? C'est le 20 et 27 juin. Faut vraiment pas oublier parce que je sais très bien que là, on est en train de parler de la réouverture des terrasses, puis après on va reparler du 9 juin, la réouverture. On était censé se voir normalement à 19h. On a dit ok, on va être en concurrence avec les terrasses. Il faut faire un peu plus tôt, c'est chaud. Ouais, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est le 20 et 27 juin. C'est hyper important. Puis en plus, c'est à la fois les régionales en tant que telles et toutes les compétences que je viens de vous dire, mais c'est aussi, je veux dire, on est à 1 an de la présidentielle. Il faut quand même envoyer quelques signaux, il faut dire ce qu'on pense. Voilà. Excellente transition, Nadjat, merci beaucoup. Il y a Ulysse qui pense, qu'ils veulent tous parler de 2022, tu imagines bien. Pensez-vous qu'une alliance avec FI, PCF, ELLV et Génération au second tour permettrait à la gauche de l'emporter ? Il faudrait déjà. Non, mais là, il me parle des régionales. Et il a raison. Raison. Alors, je veux vraiment vous rassurer sur une chose parce que dans ma région, on n'a pas fait alliance au premier tour avec les différents partis que vous venez d'évoquer. Même si moi, la liste que je porte, en fait, c'est déjà un rassemblement d'une dizaine de partis parce qu'il y a plein de partis à gauche. Et je vous assure que c'est pas simplement les socialistes. Dans ma liste, c'est les radicaux de gauche, c'est Cap Écologie. Il y en a plein. Il y en a une dizaine. Bon, mais avec ELV et PCF. CFFI, en effet, on n'a pas fait pour l'instant cause commune, mais je vous rassure, on a prévu de le faire le soir du premier tour pour le second tour. Donc en fait, l'avantage des grandes négociations, discussions qu'on a eues tous ces longs mois, c'est qu'aujourd'hui on se parle, on sait se comprendre, on sait potentiellement gouverner ensemble demain, et le soir du premier tour, ça ira beaucoup plus vite. Bon, tu te doutes bien pourquoi j'ai fait l'amalgame un peu, parce qu'il y a effectivement cette idée de qui c'est qui vient à gauche en 2022.
Est-ce que c'est une façon pour toi aussi de revenir en politique en te disant j'ai envie de jouer un rôle moi aussi l'année prochaine? De toute façon... Au plan national, je veux dire. Non, mais de toute façon, je pense être assez claire sur le fait que le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui ne me satisfait pas. C'est une des raisons pour lesquelles je reviens. Je ne dis pas que moi, je vais le révolutionner, le chambouler totalement toute seule avec mes petites mains. Mais je dis qu'il faut qu'on soit quelques-uns, si on n'est pas satisfait de ce qu'on voit là, à venir faire autrement, dire autrement. Et que, voilà, et ça... c'est pas simplement à l'occasion d'une échéance, donc cette échéance régionale en l'occurrence, que ça vaut, c'est sur l'ensemble de notre vie, quoi. Donc je compte bien évidemment continuer à m'impliquer dans le débat public. Après, j'ai pas particulièrement l'intention d'être moi-même candidate à la présidentielle, mais oui, il faut qu'on soit nombreux à s'impliquer. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Non. C'est le moment où elle dit non, me gonfle pas avec tes questions, ça suffit. Ceci dit, comment tu perçois toi l'élection là à venir et la position de la gauche en 2022? Je pense il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de leader ou de leaduse d'ailleurs, enfin peu importe. Allez-y, dites ce que vous en pensez, parce que du coup je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous. Bah ouais, dans le chat. En fait, moi Edith Cresson 2022, merci pour le... Moi je pense qu'il n'y a rien d'évident en fait qui s'installe aujourd'hui, en effet. Et que comme il n'y a rien d'évident... je vois d'ailleurs Antoine qui me dit, c'est quoi cette histoire de droit de regard de la police sur la justice? J'ai dit, Antoine, que j'étais absolument pas d'accord avec ce propos malheureux que d'Olivier Faure, qui est le boss du... Qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même son erreur, et je crois bien qu'il s'en est excusé. Il va de soi que pour moi les choses sont assez simples. Il faut respecter les principes de Montesquieu, quoi. Je veux dire, séparation des pouvoirs. Il faut être extrêmement attaché à nos libertés fondamentales, parce que vraiment, un jour ça concerne votre voisin et puis le lendemain ça finira par vous concerner vous-même. Donc du coup, pour revenir à ta question, comme il n'y a aucune tête qui émerge de façon évidente, je pense qu'il faut organiser des primaires à gauche. Ok, c'est un peu l'objectif. Ouais, je pense qu'il faut organiser des primaires et que ce soit les militants qui décident. Ce que tu me disais justement dans l'épisode d'Histoire de succès, c'est que tu voudrais faire des primaires avec uniquement les adhérents du parti. Oui, c'est ça. D'ailleurs, JRMSB dit il faut une candidature commune LVPS. À minima, bon, on aurait pu aller plus loin, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Mélenchon est déjà parti et qu'il ne reviendra pas sur son choix. Mais... Oui. Je crois que Jean-Luc, il est parti pour vouloir être tout seul, quoi. Vous parlez beaucoup de messages de concorde, et c'est un terme qui me touche beaucoup, bien que j'ai peur que peu de gens parlent en ce sens pendant les mois de campagne. J'espère que les débats iront bien dans le sens de la concorde et pas juste les intérêts personnels. Super d'accord pour la primaire à gauche. Pour les militants. Oui, je sais que la dernière fois, la primaire a divisé, etc., que des gens ont trahi leurs paroles, c'est tout le problème. C'est ça qui est terrible. Il faut arriver à oublier ce mauvais souvenir pour ne garder que le positif de la primaire. En tout cas, c'est un peu l'objectif, j'imagine. Ouais. Je vois pas comment ça va être possible sinon pour la gauche de gagner, quoi, tu vois, dans cette... C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui caractérise la gauche, c'est de n'être pas la force politique d'un homme providentiel, en fait. Ouais, c'est ça. Mitterrand l'a représenté, en fait, en 81, quelque part, quoi, tu vois. Non, mais il l'est devenu après coup, si tu veux, l'homme providentiel. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je t'avoue que, toi aussi, t'avais 4 ans nous, quoi, tu vois, mais moi, en tout cas, de ce qu'on m'en a raconté, j'avais l'impression qu'il avait réussi à mettre tout le monde d'accord, et voire même à dire aux communistes, calmez-vous bien, maintenant c'est moi le boss, et puis on va y aller, on va gagner, quoi, tu vois. Donc, vu les résultats du premier tour de Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, et son poids politique aujourd'hui, ça ne serait pas judicieux de se joindre à lui. Ça, c'est je me dis juste que le PS a quand même des arguments à amener à Mélenchon, notamment sur l'aspect européen et tout, quoi, tu vois. Je me dis, c'est dommage, je te sens moins l'occasion d'un coup. De ne pas se rallier à lui. Ouais. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée de se rallier à lui, pour moi. Mais bon, ça, c'est mon avis. Allez, ça y est, c'est parti. T'as demandé aux gens de dire des trucs. Ouais, non, mais du coup, c'est hyper intéressant. Il faut arrêter de parler d'alliance. Ce qui compte, c'est le programme et les valeurs que l'on veut diffuser. Les candidats qui ne rassemblent pas payent la promo. Ah, voilà. Tu vois, Edgar dit la même chose que moi. Il y a une excellente vidéo de Le Vortex à ce sujet. La droite, c'est une personne providentielle, là où la gauche, c'est des idées et l'envie d'une communauté. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en 2021, on peut encore gagner avec des idées et une communauté, et pas un chef, quoi, tu vois, ou une chef d'ailleurs, parce que
Tu vois ce que je veux dire? Et surtout vu le paysage politique français où il y a vraiment une toute puissance du président. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc derrière qui est très présent de la figure présidentielle, quoi. Oui, mais à contrario, tu vois bien que, je sais pas, prends les réseaux sociaux, les gens qui s'expriment dessus. Je parle pas du côté négatif des réseaux sociaux, je parle du côté positif. C'est-à-dire, en fait, t'as plein de gens qui maintenant sont suffisamment experts, éclairés, etc., pour dire des choses extrêmement intéressantes sur plein de sujets. Je pense qu'il y a une envie de co-construction, une envie d'intelligence collective. Enfin, on parle toujours de l'envie d'autoritarisme des Français. Tu sais que les sondages, soi-disant, évaluent régulièrement en disant « Ah, les Français veulent un chef, etc. » Mais je suis persuadée que si on posait différemment la question aux Français, tu verrais qu'aussi, au contraire, ce dont ils veulent avant tout, c'est qu'on prenne en considération leur expertise du sujet. Tu vois, il y a ce phénomène-là aussi. Donc, je pense que c'est ça que la gauche doit savoir représenter aussi. Peut-être de revenir quelque aussi chose de collectif, quelque chose de... Une représentation citoyenne un peu plus forte aussi, non? Ouais, c'est ça qui part davantage du bas vers le haut. Attends, j'essaie de lire en même temps. Disons que le curseur de la gauche a pas mal glissé vers le centre pour rester très mesuré. Alors on qualifie d'extrême gauche ceux qui ne veulent pas transiger sur certains points critiques. Oui, c'est toute la polarisation du discours politique aujourd'hui et du paysage politique en France et d'ailleurs dans le monde d'ailleurs. Hein. Bon, ils sont assez désenchantés. C'est dur. Hein, Comment on dit tes Twitchers? Comment on dit tes followers? Moi, je les appelle mes fabolos. Tu sais, il y a deux... ou les fables de La Fontaine. Enfin, tu vois, c'est eux qui dessinent un petit peu. Mais c'est vrai que je crois aussi que ça représente un peu un truc qui est compliqué, tu vois, avec la jeunesse. C'est compliqué de... Et pourtant, crois-moi... quand j'ai sorti ton épisode, ta personne, toi, il y a plein de gens qui disent waouh, Najat Vallaud-Belkacem, canon, quoi, tu vois, génial, elle est trop cool, etc. Une sorte de renouveau dans le discours. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit là, depuis si vous avez, je sais pas, entre 20 et 30 ans, ça veut dire que vous êtes potentiellement, vous avez entre 10 et 15 et 20 ans de trucs, c'est que c'est quand même compliqué, quoi, tu vois, la politique, quand on est jeune. Tu crois pas? Si, je pense qu'en effet, si j'avais 18 ans, là, je regarderais ce paysage politique et je me demanderais sans doute bien pour qui voter. Donc, je comprends absolument. Je comprends absolument. Mais en fait, en gros, c'est peut-être ça la conclusion, c'est que pour que ça vous corresponde un peu plus, que ça corresponde un peu plus à vos aspirations, en fait, il faut en faire vous-même de la politique. Il faut y aller, sérieusement. Hein. Jo me dit, à 37 ans aussi, je me demande pour qui. Ouais. Il faut y aller, il faut aller vous engager. Parce que en plus, le fait de s'engager, hein, que ce soit à l'échelle de militante simplement ou chercher à obtenir un mandat, etc., malgré tout, ça vous fait toucher du doigt les contraintes aussi, les difficultés. Il y a un moment où il faut sortir du discours incantatoire. Malheureusement, parfois, il y a une partie de la gauche qui se complaît davantage dans le discours incantatoire que dans la volonté d'exercer le pouvoir et les responsabilités. Et je pense que c'est très important, vu le contexte, vu la droitisation, l'extrémisation de toutes nos thèses, là, enfin, vous voyez bien sur tous les sujets, on soit très, très, très nombreux à aller toucher du doigt, justement, les contraintes de cette société, comment est-ce qu'on la change, même petitement, et pas à la révolution d'un coup, mais en tout cas qu'on la fait changer dans le bon sens. Et je pense que c'est ça qui réconcilie avec la politique. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai fait de la politique, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment la changer, sérieusement. La politique est insupportable, il y a trop de vendus ou d'égoïstes partout, l'atmosphère est insupportable pour moi dans la politique d'élus. Ouais. Enfin bon, après je veux dire, je sais pas ce que vous faites dans la vie. Acme qui dit on est désenchanté parce qu'on n'entend pas de paroles fortes et intelligentes qui viennent contrebalancer Zemmour, Pro, etc. Et c'est vrai que je crois aussi qu'il y a un truc à un moment donné on peut l'attendre aussi, quoi, tu vois, de la part de la gauche. Juste là-dessus, pardon, Acme. Vous voyez, rien que cette phrase, moi, elle m'interroge. On est désenchanté parce qu'on n'entend pas de paroles fortes et intelligentes qui viennent contrebalancer Zemmour et Pro. Est-ce que vous avez l'impression que les paroles de Zemmour et Pro sont des paroles fortes et intelligentes? Non. Personne ne viendra dire ça dans mon chat, j'espère. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait entendre dans votre réflexion que on manque à gauche de paroles fortes et intelligentes qui pourraient faire le poids par rapport à celles de Zemmour et Pro. Mais celles de Zemmour et Pro
ont le poids qu'elles ont, non pas parce qu'elles sont fortes et intelligentes, mais parce que vous avez tout un système qui les soutient à mort et qui a décidé que c'était cette parole-là qui devait l'emporter. Honnêtement, je veux dire, moi, je ne me fais plus aucune illusion quand j'allume ma télévision, chaîne d'info continue, en particulier CNews, mais tellement d'autres de plus en plus, sur le fait que tout ça est calculé, voulu. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte, par exemple, que l'émission de Zemmour, non seulement elle passait donc tous les jours là, mais que le week-end ils font un digest, des best-of. Donc c'est pas que ces gens sont talentueux ou qu'ils sont plus forts ou que je sais pas quoi ou qu'ils ont réussi à mieux s'imposer, c'est qu'il y a des forces qui sont en train de travailler pour que notre société tombe dans cette extrémisation. Voilà. Et il n'y a pas de force en contrepartie, en face, qui pourrait soutenir une société de la nuance, du discours politique intelligent, tout ce que vous appelez de vos voeux. Donc en fait, comme il n'y a pas de groupe constitué, de lobby constitué pour soutenir l'intelligence, etc., il revient aux citoyens de la soutenir, cette intelligence, de faire le choix de cette intelligence, d'éteindre leur télé, de ne pas regarder tous ces trucs-là et d'aller choisir plutôt des médias qui font l'effort de l'intelligence. Je ne sais pas moi, si vous connaissez AOC Média par exemple sur le web ou d'autres, ou The Conversation, qui vous élèvent un peu plus l'esprit sur tous les sujets. C'est aux citoyens qu'il revient de dire je suis pas d'accord avec tous ces politicards là qui jouent le jeu du Front National en prétendant défendre des idées progressistes, mais en vérité en se mettant en permanence dans la roue du Front National. Et donc le jour où j'ai la possibilité de voter, je vote contre ces gens. C'est aux citoyens de le faire en fait. Vous comprenez ? Il n'y a pas de lobby constitué de l'intelligence et du progressisme. Ça n'existera jamais. Donc c'est à nous de nous constituer en tant que tels, en quelque sorte, et de faire valoir nos droits et de les utiliser à bon escient. Question basique, Madame Nadjo Vallaud-Belkacem se sent encore de la gauche. En fait, si on considère que la gauche, c'est ne pas se résigner face aux injustices, aux inégalités, à la fatalité qui fait que votre destin est gravé à l'âge de 6 ans, je pense que vous aurez du mal à trouver plus de gauche que moi, en fait. C'est plutôt ça. On va boucler, mais avant ça, j'aimerais bien, parce qu'il faut que tu y ailles à un moment donné. Tu sais, j'aime bien demander à mes invités de faire un peu une petite reco culturelle. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, un film, une série, un livre qui t'a marqué dernièrement et que tu aimerais partager Comme on vient pas mal de parler de politique, il y a quelqu'un qui me suggère One Piece. Ah, ça va faire plaisir à mon fils, tiens, il adore. Non, j'ai pas lu One Piece. Mais par contre, comme on vient de pas mal de parler politique, je pourrais te suggérer 404 de Sabri Louata. Je ne sais pas si tu connais Sabri Louata. C'est celui qui a écrit le livre Les Sauvages, qui a donné lieu ensuite à la série Les Sauvages. Ah, ok, tu vois. d'accord. Et donc là, il vient d'en sortir un il y a quelques temps qui s'appelle 404. Voilà, je crois que tu es en train de le trouver. Oui. Et qui est hyper stressant, j'avoue. Parce que vraiment, c'est dans quelques années, enfin c'est de la politique fiction, mais c'est dans à peine quelques années que ça se passe. Et on a touché le fond de la fake news permanente. On a une nana d'extrême droite qui pourrait être Marion Maréchal Le Pen qui arrive au pouvoir. Enfin voilà. Et je trouve que c'est extrêmement fort. Et j'adore cet auteur, donc je vous laisse le découvrir. Et ok. Pourquoi c'est un thriller, comme ils l'écrivent là. Puissant thriller politique et rural. Et cette ruralité, en l'occurrence, elle est en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque tu vois, c'est réuni dans une petite commune de l'Allier. Ah ouais. Je l'ai même pas fait exprès, mais ouais. T'es forte, vraiment. Très, très forte. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Nadja, d'être venue. Mais ils l'ont lu. Attends, apparemment, il y a des gens qui l'ont lu. Hein. Attends, qui l'a dit ? Super bouquin, j'ai adoré. L'âme Looms. Ouais. Un remaniement de 1984 version politique. Ouais. Merci. Merci à toi d'être venu. Plaisir. C'était super. Écoute, c'était cool. C'était vraiment très cool. J'espère que ça t'a plu, cette première expérience. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Encore merci Nadja, c'était trop cool.